Mais je voulais commencer par vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc, à Stratégie, c'est notre numéro qui vient de sortir, le petit dernier de la famille Strat. C'est notre numéro tech qui sort aujourd'hui, donc avec l'interview exclusive de Sébastien Missoff, le directeur général de Google. Donc voilà, on est dans le bon sujet aussi de ce matin, puisqu'on va parler marketing digital toute la matinée. On a bien vu en fait que pendant je laisse les gens venir et les gens se prendre place dans cette salle virtuelle au fur et à mesure. Venez, on vous attend hein, et vous pouvez réagir déjà dans le chat. Bonjour à tous, on voit déjà que vous êtes là. Près de 1000 inscrits hein, pour ce webinaire, donc merci et bravo à tous de nous suivre. On a bien vu que ce sujet de la tech et du marketing digital, il était au cœur de la résilience pendant 2 mois. Hein. Si les entreprises, si les salariés confinés ont réussi à résister, cette résilience, ils le doivent en grande partie à la tech et au marketing digital. On a tous basculé sur des outils de travail à distance, sur des plateformes qui permettent de collaborer à distance. Et d'ailleurs, je voulais commencer peut-être par vous donner un petit chiffre pour vous mettre dans l'ambiance. On a repris cette étude qui nous paraissait intéressante à Strat sur c'est une étude de Future Shopper de WPP, selon laquelle 42% des Français ont augmenté les achats en ligne pendant le confinement. Donc ça, c'est pas très étonnant, mais 73% d'entre eux disent qu'ils vont continuer à acheter davantage en ligne dans les mois à venir. Donc on parlera tout à l'heure de cette tendance-là, hein, de cette accélération digitale, de cette accélération du e-commerce, qui a été un vrai facteur de résilience qui a permis à beaucoup d'entreprises de s'en sortir et de continuer à exister et à se développer. Idem pour les médias, hein, puisque Stratégie a basculé en digital pendant 2 mois pour continuer à être à vos côtés. On voit que vous arrivez, donc n'hésitez pas à prendre place hein, à ce webinaire digital sur le marketing digital. Je vais peut-être laisser la parole à Vincent, si vous voulez peut-être dire un mot d'accueil aux participants. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous, un grand merci de votre présence. L'objet, c'est pas la présentation du MBA, mais en effet, le MBA DMB que j'ai fondé il y a 5 ans au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Il existe sur plusieurs versions, un full-time, 6 mois de cours, 6 mois de période en entreprise. Ça, c'est pour les cadres en reconversion qui ont le temps ou pour les jeunes diplômés présents à Paris, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux et Montpellier. Et puis une version dite part-time pour les cadres en activité ou en reconversion. Et là, c'est à Paris et à Alger. Et puis 3 grandes nouveautés cette année. Un part-time dédié au secteur de la santé, Health, coproduit avec PharmaGeek, un part-time dans le domaine de la beauté, de la cosmétique, avec Cosmetic Valley et L'Oréal et LVMH, et enfin, une coproduction full-time avec une autre école, l'ICAR, sur un full-time agriculture. Donc, 6 formations, 7 campus, également Shanghai, coproduit avec l'ESCA sur le marketing chinois. Tout ça pour dire qu'il y a 3 grands principes dans ce MBA, mais qu'on retrouve dans notre discours aujourd'hui. Le premier, c'est d'être doueur, d'arrêter le discours pédagogique sur la stratégie, mais de faire les choses. L'intergénérationnalité, ne pas être entre soi que cadre en cravate issu des grandes écoles dans une salle, mais mélanger finalement cette diversité digitale. Et puis enfin, avoir intégré dans l'ensemble des programmes une démarche de projet professionnel tout de suite liée au cabinet d'outplacement et de coaching et d'intégrer dans la pédagogie un projet professionnel. Voilà très rapidement pour la présentation des MBA et DMB, mais je voulais surtout remercier également, et tu vas les présenter, nos 3 autres interlocuteurs, membres du board pédagogique et également enseignants. Et en fait, on n'est pas là aujourd'hui pour vous présenter un conseil des sages, on va être très humble. C'est exactement ce qu'on vit toute l'année, c'est-à-dire que le board pédagogique, c'est des discussions entre nous, en groupe, où on va aller chercher les tendances et regarder quelles compétences on doit mettre en face. Et cette discussion-là, quand on l'a eue avec toi, Gilles, on s'est dit, autant la rendre publique. Vous aurez l'ensemble des slides, on vous les enverra, le PDF qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et puis également, le replay sera disponible pour vous ou vos amis. Donc, à nouveau, bienvenue, un grand merci et puis merci à Gilles pour sa confiance et cette proposition.
Merci Vincent. Peut-être petite précision, parce qu'on a des questions sur le son, il y a des petits problèmes de son pour certains, comme toujours. Il y a des conseils dans le chat, vous regarderez sur le chat. Laurent Daniel, qui nous accompagne, donne des conseils sur le fait de se déconnecter, de se reconnecter. Hein. En général, ça permet de régler ce problème-là, ou alors changer de navigateur, utiliser Chrome, Firefox ou Safari. Voilà, c'était le petit point technique, mais pour être sûr que tout le monde soit à confort par rapport à ce webinaire. Alors avec nous ce matin, donc il y a Vincent qui vient de se présenter, donc qui est à la fois fondateur, directeur du MBA DMB, mais aussi vice-président de l'Axel. Il y a également Perle Bagot, qui est directrice associée du Hub Institute. Alors attends, hop là. Également. Non, ça c'est l'autre. Voilà, on arrive. Et puis également Julien Casiro, qui est président de Brax, et puis vice-président de l'AACC Digital. Et puis également Adeline Foléa, qui est experte du digital et fondatrice du FCBS World, spécialiste de la Chine en particulier. Merci à tous les quatre, ça va être passionnant. Donc ce webinaire sur le premier webinaire sur ce thème du marketing digital et des tendances du marketing digital. Bien sûr, on a besoin encore plus d'expertise et de repères dans cette période qui est compliquée. Donc, je compte sur vous. On va commencer par un éclairage de Perle Bagot, donc, qui va nous dresser un panorama des grandes tendances de la transformation digitale. Perle, je te laisse la main. Parfait. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir vous partager un petit peu ce qu'on a identifié au Hub Institute. Donc, le Hub Institute est un think tank digital. On est là pour accompagner les entreprises et les décideurs dans leurs enjeux de transformation. Et pour justement vous accompagner et permettre d'identifier les bonnes tendances. Je vois plus les slides, si on peut me remettre. Voilà, parfait, merci. Donc pour cette première partie, donc l'idée c'est de vous donner un petit peu les éléments clés. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement la maison brûle? Alors, pour certains, le contexte économique fait qu'effectivement c'est très difficile. Pour d'autres, il y en a qui ont profité de cette situation. Mais dans tous les cas, si elle brûle pas, il fait au moins très chaud. En fait, on se rend bien compte que finalement cette crise qui est à la fois sanitaire et du coup qui a eu un impact économique, elle amplifie et elle vient accélérer trois autres grands phénomènes. Dont la disruption digitale qui est entamée déjà depuis une quinzaine d'années, qui a effectivement apporté des ruptures technologiques, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, de la data, le développement du e-commerce, du mobile, des nouveaux usages et des nouveaux modes de consommation. Effectivement, l'entrée des rapports de force assez importants avec les startups, avec des GAFA, donc qui ont obligé en fait les entreprises traditionnelles entre guillemets à se challenger. Une disruption aussi durable, et ça c'est un point très important, avec cette notion de transparence, d'impact positif. Quel est l'impact qu'a la société, qu'a l'entreprise au niveau de la société, et puis la disruption au niveau du sens. Dans un contexte où finalement les choses qui sont les plus importantes, les choses principales, primordiales sont celles qui ont le plus d'importance. Quelle est la raison d'être? Quel est le sens de l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment est-ce qu'elle contribue en termes de valeur à la société? Et donc, cette crise a vraiment renforcé ces trois disruptions de manière indirecte. Et donc, on a eu des entreprises, des marques qui ont été prises un peu par surprise et qui ont dû réagir et faire preuve de résilience, comme le disait Gilles en introduction, et du coup, de communiquer. Et dans ce contexte-là, c'est plus difficile de savoir comment communiquer, beaucoup, pas beaucoup, quoi dire, trouver le bon ton, le bon format, faire preuve aussi d'empathie. Communiquer, c'est une chose, et effectivement, comme le disait aussi Vincent, il faut agir. Et donc là, comment l'entreprise, comment la marque concrètement, elle va agir, elle va contribuer à cet élan, on va dire, de solidarité. Quelle va être la pierre qu'elle va apporter à l'édifice? Et puis rassurer aussi, et ça c'est un peu important parce que l'entreprise, elle est aussi là pour accompagner dans les bons moments le consommateur et plus globalement le citoyen. Elle est là pour l'accompagner dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Et donc, il faut qu'elle ait un rôle effectivement d'information, de soutien, d'aide. Et c'est comme ça qu'on a vu différentes marques, différentes entreprises contribuer justement, par exemple, LVMH pour le gel hydroalcoolique, Petit Bateau pour faire des masques. Et donc, vraiment, prendre part en fait à cette crise et apporter des solutions.
Alors, montrer l'enjeu de l'entreprise, c'est aussi de montrer l'exemple et de montrer l'exemple à plusieurs niveaux, parce que ça, c'est aussi un point important, c'est qu'il n'y ait pas de dissonance ou de différence entre ce qui est dit d'un côté et ce qui est fait de l'autre. Et donc, montrer l'exemple, apporter des solutions, que ce soit pour les salariés. Et là, on voit dans ce graphique justement de Kantar que c'est le top, c'est l'une des priorités, hein, se soucier de la santé des employés, des collaborateurs, comment est-ce qu'on leur propose un nouvel environnement de travail et notamment favoriser la flexibilité et le télétravail, montrer l'exemple et donc apporter des solutions aux clients. Et donc là, effectivement, c'est comment est-ce qu'on met en place le click and play, comment on développe justement toute la partie commerce qui n'était pas forcément aussi importante avant pour toutes les entreprises, c'était assez inégal. Et puis, comment est-ce qu'on montre l'exemple aussi au niveau de la communauté. Parce qu'encore une fois, la communauté au sens propre, donc ça peut être les clients indirects ou les prospects, mais ça peut aussi être au niveau de la société. Et il a fallu que l'entreprise soit présente sur ces 3 grandes catégories, les salariés, les clients et la communauté. Alors, en sortie de crise, et on a dit un petit peu en introduction, c'est vrai que le digital a été l'un des outils qui a effectivement permis de répondre à énormément d'enjeux et à combler en fait ce qui justement était à l'arrêt, que ce soit dans les relations interpersonnelles, avec la famille, mais aussi dans le cadre professionnel avec tous les outils de visioconférence, ou que ce soit aussi apporter des solutions justement business avec par exemple le click and collect. Donc, les 3 priorités pour une entreprise après le post-Covid, ce qu'on voit, en tout cas dans les grandes lignes, c'est vraiment amplifier l'expérience utilisateur et employé. Les entreprises vont être amenées à repenser le parcours collaborateur, très important, parce que c'est le premier client, entre parenthèses, d'une entreprise. Et donc, quel nouveau parcours on lui propose, quelles nouvelles conditions de travail on lui propose, et également le parcours du client avec de la simplification, vraiment avoir une approche omnicanal, c'est-à-dire une approche globale sur tous les canaux de manière unifiée et puis de manière cohérente, et vraiment replacer le consommateur au centre. Toute la dimension aussi marketing digital, CRM, data. Donc, il y a un point très important qu'on a vu au Hub, c'est vraiment l'importance de la formation des collaborateurs et la montée en compétence sur tous les outils, sur les enjeux d'intelligence artificielle, parce qu'on a vu là pendant cette période la nécessité de ces outils-là et qui ont vraiment un impact sur la croissance économique des entreprises. Et puis bien sûr l'utilité sociale, l'essence, faire en sorte que tout ce qui est mis en place en termes de croissance serve des valeurs, ou serve en tout cas l'entreprise, les collaborateurs, les consommateurs. Alors, bien sûr, le grand tendance, c'est le e-commerce, puisque le e-commerce était une tendance de fond depuis plusieurs années, mais a véritablement explosé, et on le voit très bien là, sur le graphique. Et à partir du moment, en fait, à partir du confinement, il y a une montée en puissance du e-commerce, et bien sûr, une montée en puissance du e-commerce alimentaire, où on voit en fait effectivement que c'est plus 43%, suivi finalement d'assez peu du commerce de proximité. Et là, peut-être qu'Aline effectivement en parlera après, mais on voit bien en fait cette notion de online, offline qui est extrêmement liée. Et le e-commerce ne s'oppose absolument pas à ce commerce de proximité, puisqu'on voit que c'est des tendances de consommation, en tout cas de flux, qui évoluent positivement. Et puis l'acteur incontournable dont tout le monde a entendu parler pour différentes raisons ces dernières semaines, bien sûr, c'est Amazon. Avec Amazon dans le monde, c'est plus de 750 000 employés, donc c'était quand même réfléchir. Et puis je vais laisser la main après à Aline qui va parler un petit peu de la Chine, mais effectivement en Chine, l'équivalent c'est Tmall et c'est aussi Didi.com qui ont vraiment apporté des solutions concrètes sur le e-commerce. Merci Perle pour le premier panorama. Effectivement, Adeline va nous éclairer sur la Chine qui a 2 mois d'avance, encore une fois, qui est souvent en avance, mais là qui a 2 mois d'avance sur le Covid et l'après-Covid. Adeline, je te laisse la parole sur cet éclairage sur la Chine. Merci beaucoup Gilles, merci Perle. Alors effectivement, c'est vrai que une fois encore, pour différentes raisons, la Chine a un peu d'avance et on l'a vu. Comme l'a dit Perle, pour de nombreuses raisons, on a pris 2 ans de digitalisation en 2 mois, comme l'a dit Satya Nadella de Microsoft. Et en Chine, alors il faut savoir que c'était
ils étaient un tout petit peu plus préparés, si on peut l'être, puisque ce n'est pas la première crise, puisque on se souvient du SRAS en 2003, SRAS qui avait permis à Alibaba de lancer le Taobao, qui avait permis à JD Multimédia de se lancer sur Internet. Donc pour eux, c'était pas tout à fait nouveau, mais malgré tout, on a vu vraiment une accélération de la digitalisation de plein de choses et ça a permis également à la Chine quelque part d'accélérer son projet vers les smart cities. Donc on a pu voir que tous les secteurs en Chine ont vraiment été touchés et beaucoup plus fort que l'affaire Marc et Perle, puisque même si effectivement la part du e-commerce qui est d'à peu près 10% en France, était de 23% en Chine à la même époque l'année dernière. Cette année, au premier trimestre, elle est de plus de 28%. Donc, on a une accélération, mais ce n'est pas juste du e-commerce. C'est une digitalisation vraiment globale, puisqu'on peut le voir, que ce soit dans l'immobilier, JD a vendu des maisons en ligne, que ce soit au niveau de la technologie, vous voyez sur la photo, en fait, les Chinois ont mis en place des hologrammes dans les ascenseurs pour ne pas avoir à toucher les boutons. Ils ont mis en place des drones pour contrôler la température, des bornes pour à l'entrée avec une amélioration de tout ce qui est reconnaissance et IA au niveau de la reconnaissance faciale pour détecter les visages avec les masques. Donc, c'est vraiment quelque chose de global, avec aussi au niveau éducation, puisque l'éducation était déjà en très grand boom au niveau de la Chine et l'e-learning a pris encore plus, notamment Classin qui est un des leaders en Chine au niveau de l'e-learning, qui avait 200 000 étudiants chaque jour, s'est retrouvé avec 2 millions de connexions pendant le Covid. Et donc, c'est une tendance qui a accéléré. Et une tendance qui était un peu moins forte, qui est le télétravail, puisqu'en Chine, on accorde énormément d'importance à la présence des personnes au bureau. On a un petit changement là-dessus avec cette accélération qui permet du coup de tendre un peu plus à la logique Smart Cities. Et puis, enfin, un point aussi très important, c'est la notion de confidentialité. En France, en Europe, en Occident de manière générale, avec tout ce qui est GDPR, on a une conscience un peu plus accrue de la confidentialité, de l'importance de nos données. Et on voit en Chine, avec les nombreuses fuites qu'il y a eu avec tout ce qui est collecte de data pour protéger du coronavirus, etc., on a eu énormément de fuites et les Chinois se rendent compte petit à petit de l'importance de leurs données. Voilà, ça c'est, on va dire, de manière un petit peu globale. Et puis, je voulais faire ensuite un petit focus sur deux secteurs à chaque fois au niveau produit et au niveau service qui ont vraiment eu un plus gros boom, on va dire, que les autres aspects. Donc, tout d'abord, l'alimentaire. L'alimentaire, ça a été vraiment quelque chose d'énorme pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que les Chinois ont beaucoup plus l'habitude d'acheter sur Internet de l'alimentaire que nous. Et ils ont également beaucoup plus le réflexe fresh food, donc tout ce qui est produits frais. Et là, en fait, on a vu avec le confinement, puisqu'il faut voir aussi que le confinement en Chine, c'est pas comme chez nous. Chez nous, il suffisait de remplir un papier pour pouvoir sortir. En Chine, les gens avaient des tickets, un peu comme un rationnement, des tickets de sortie par famille pour avoir une sortie tous les 2 jours. Donc vraiment, il a fallu trouver d'autres moyens d'acheter à manger. Donc déjà, on a eu une population qui n'avait pas forcément l'habitude de se connecter sur Internet, les seniors, qui s'est mis à WeChat, à Meituan, qui serait un petit peu le Deliveroo chinois pour résumer et un petit peu raccourcir, qui se sont mis à ces applications-là pour pouvoir avoir à manger, pour être livrés de nourriture sans risquer de sortir et d'être contaminé. Et ensuite, on a toute comme l'a dit Perle, les géants, à l'image d'Amazon, dont on a beaucoup entendu parler, en Chine, avec le groupe Alibaba et JD, qui ont énormément accompagné les commerçants et les agriculteurs pour les aider à tenir le coup face à cette crise. Donc, au niveau agriculteur, on a JD qui est allé, comme vous avez la photo, qui est allé dans les champs
via des influenceurs pour mettre en avant les produits qui se vendaient peut-être moins bien. Et donc, notamment, on a, via une des chaînes, ils ont vendu plus de 67 000 kilos de citron en 3 heures. Donc, on a vraiment un passage au digital de l'agriculture qui est assez nouveau. Et au niveau de tout ce qui est produits frais, les Chinois ont toujours eu l'habitude d'acheter des produits frais. Ils ont beaucoup moins le réflexe produits sous vide, grands supermarchés comme nous, faire les courses pour un mois, etc. En Chine, on va faire les courses fréquemment, beaucoup plus de produits frais. Et donc, les gens sont passés sur Internet. Alors, la livraison de repas était déjà bien établie. Hein. C'est un marché qui est énorme en Chine, de plus de 76 milliards d'euros. Mais là, ils ont vraiment passé au réflexe plus, comme on verrait avec un poiscaille qui, en France, vous livre du poisson frais. Bah là, les gens se sont mis à commander des produits frais en ligne plus que des repas. Et enfin, donc on a d'autres tendances comme la digitalisation de tous les petits restaurants, puisqu'il y a énormément de tout petits restaurants, barbecue, hotpot, etc., qui sont passés en digital, donc qui sont passés sur les Deliveroo, donc Meituan, Dianping locaux. Et on a l'arrivée d'une nouvelle catégorie de restaurants, si on peut dire, qui sont les restaurants fantômes, où c'est juste une cuisine, un peu comme on aurait un frichti, où vous faites livrer un repas, mais qui ne vient pas d'un restaurant, qui vient juste d'une cuisine. Et pour apporter tout ça, ben, la conséquence également, ce sont tout ce qui est contactless, donc les livraisons, tous les gros prestataires, donc Ele.me qui est le service de livraison d'Alibaba, qui a vu doubler ses livraisons de produits frais pendant le confinement, et également Meituan qui a mis en place des robots ou des casiers à produits frais, un peu comme la boîte aux lettres du produit frais, pour permettre aux Chinois de pouvoir récupérer, recevoir ces produits sans avoir à rentrer en contact avec le livreur. Ça, c'est vraiment la grosse tendance, c'est l'alimentaire. La deuxième, c'est la mode. Au niveau de la mode, on a remarqué vraiment un besoin de réassurance et une prise de conscience à être enfermés chez eux, surtout au niveau des millénials qui ont un petit peu moins, qui ont moins chopé, qui se sont rendus compte que est-ce que c'était vraiment utile, essentiel, etc. Et donc, on a vu le développement de tout ce qui est seconde main. Donc avec Idlefish, qui est donc la marketplace de seconde main de Alibaba, donc un petit peu comme un Vinted chez nous, qui a eu pendant le confinement, qui a atteint plus de 20 millions d'utilisateurs actifs par mois, donc c'est quand même énorme. Donc c'est vraiment une tendance qui est apparue, qui était peu présente encore avant et qui est vraiment entre guillemets partie pour durer. Voilà au niveau des produits, les 2 points que je voulais un petit peu accentuer. Et puis au niveau des services, on a deux grosses transformations au niveau de la santé, parce qu'il faut savoir que le système de santé en Chine était très vieillissant, très archaïque et un système de santé très inégal. Et on a eu des changements. Donc par exemple, la Sécu locale qui s'est mise à rembourser les téléconsultations. Donc, on a eu le système WeDoctor qui a été lancé par WeChat, qui a eu plus de 1,5 million téléconsultations en février. Donc, c'est vraiment énorme. Et on voit du coup un changement de paradigme puisque notamment les jeunes générations avaient un peu plus de mal à prendre soin de leur santé. On s'était un peu plus éloigné de cette médecine chinoise très bonne pour la santé. Et on avait des jeunes avec une hygiène de vie un peu plus fast-food, un peu plus moderne occidentale qui prenait un peu moins soin d'eux. Et donc là, on voit de nouveau un changement avec une prise de conscience de l'importance de la santé et le développement également de services privés, donc beaucoup de cliniques, de services de santé privés, puisqu'on a une classe moyenne et une classe riche de plus en plus importante en Chine et qui aujourd'hui est vraiment prête à payer pour avoir un meilleur système de santé. Donc on a ça qui s'est énormément développé. Et ensuite on a un autre changement qui est apparu puisque pour ceux qui n'ont peut-être pas pu suivre l'information, mais la Chine avait mis en place des QR codes qui vous disent vert, orange, rouge si vous êtes à risque ou pas, si vous pouvez vous déplacer. Bien, il faut savoir qu'aujourd'hui énormément de provinces ont conservé ces QR codes pour le déplacement
puisque l'épidémie n'est pas complètement derrière nous. Et au-delà de ça, on a des villes, notamment par exemple comme Hangzhou, qui est une ville qui est le siège d'Alibaba notamment, qui a décidé de réfléchir à un projet. Donc, c'est pas encore validé et décidé, mais un projet où toutes les infos de santé seraient intégrées à un QR code pour un petit peu à la manière du crédit social, qui sera un crédit santé, où vous auriez des points en moins si vous fumez, des points en moins si vous avez bu de l'alcool, des points en plus si vous avez marché, si vous avez fait du sport, etc. Donc, il y a vraiment on aime ou on n'aime pas le principe à la manière du crédit social, mais c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de la santé et même au niveau plus global des villes qui prennent conscience de ça. Et enfin, au niveau culture, Une seconde, si tu veux bien, Aline, pardon, parce que sinon on va exploser notre timing. D'accord. Alors juste les musées qui se sont retrouvés en live et on l'a vu avec notamment Fliggy, donc d'Alibaba, où on a eu un live de 3 heures sur le château de Versailles au niveau des réseaux sociaux. Je vous laisse la place. Merci Aline, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi j'hésitais à couper parce que c'est vraiment une fenêtre sur un monde d'après. Donc merci pour tout ça. On va lancer un premier sondage, Laurent qui nous accompagne derrière. Alors on voulait un peu prendre la température des appels d'offres. Selon vous, les appels d'offres dans la communication, ils vont repartir maintenant, avant l'été, à la rentrée en septembre ou pas avant la fin de l'année? Vous pouvez participer, on attend que vous participiez. L'idée, c'est de prendre le pouls un peu du business et de comprendre quelle est la tendance en matière d'appel d'offres. Donc, il faut cliquer pour voter. On vous attend. Une trentaine de secondes, le temps que vous votiez. On enchaînera derrière sur justement les sujets d'appel d'offres, le business, les sujets de marketing digital qui continuent à être porteurs ou pas. On va avoir un éclairage de Julien Casiro là-dessus et vous allez voir que ça va bien rebondir sur ce sujet-là pour nous aider à y voir clair dans ce qui marche pas en ce moment en termes de marketing digital. Alors, on attend vos votes. Allez-y, dépêchez-vous. Vos derniers votes. Donc, on est toujours depuis la rédaction de stratégie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'ils sont arrivés après l'heure du début, voilà, c'est le dernier numéro de stratégie avec donc le directeur général de Google en couve et un numéro spécial tech. Voilà. Alors, on va bientôt clore le vote. Oui, on peut y aller, on est quasiment à 100% de vote. Merci d'avoir voté, merci à tous. On va afficher les résultats et après, comme ça, on peut enchaîner. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, OK, d'accord. Donc, 62% de votants, merci à tous. Et les résultats, ça met des fois un peu de temps à s'afficher. Oui, on les a. OK. On les a. Tac. Vous les voyez? Oui. On a 36% qui pensent à la rentrée en septembre, 10% pas avant la fin de l'année et 16% maintenant avant l'été. D'accord. OK, donc une grosse majorité qui mise sur septembre et la rentrée, effectivement. Alors, on va enchaîner justement dans le concret. Aujourd'hui, quelles sont les tendances en matière de brief, Julien Casiro, à la fois fondateur d'Aubrax et puis vice-président de la ACC Digital. C'est ça. Merci Gilles, ravi d'être parmi vous. Je vais vous partager mon expérience au sein de Brax évidemment et les échanges que je peux avoir au sein de la ACC avec d'autres directeurs d'agence. Je vais vous faire un premier focus, une première synthèse. Si je peux avoir juste les slides pour vous présenter. C'est parti. Super. Donc, ouais, je vais faire une rapide synthèse sur la manière dont les agences ont traversé la période du Covid. Bon, premièrement, ça a été, comme beaucoup d'entreprises, la gestion sanitaire, la protection des équipes. Sur ce point, je note que les agences étaient globalement très bien préparées et structurées pour basculer en remote quasiment 48 heures très facilement. Le second point, c'était l'accompagnement des annonceurs qui étaient évidemment aussi surpris et pris par la crise.
être à l'écoute, les conseiller et surtout s'adapter à la situation, parce que forcément les enjeux étaient difficiles. Autre point après, excuse-moi, juste une précision, est-ce que tu peux peut-être prendre un peu de distance ou il y a un peu d'écho quand tu parles, on ne sait pas si c'est écho ou on a quelques retours là-dessus. Oui, vous me direz si c'est mieux. Après, ce qui a occupé nos journées, c'était évidemment la gestion de l'entreprise. Hein. Comment combiner satisfaction des annonceurs, l'activité des équipes et l'encadrement des charges d'un point de vue structurel. Et puis, les deux derniers points, l'accompagnement des équipes, s'assurer qu'elles ne sont pas trop isolées, assurer qu'elles sont bien et que la motivation est bonne. Et la nouvelle étape dans laquelle on est rentré depuis 15 jours, hein, depuis mi-mai, c'est assurer une sécurité des équipes au niveau des salariés et accompagner les clients pour la reprise. Alors, dans les faits, il y a encore un tout petit peu trop tôt pour tirer des conclusions sur la réalité économique des agences. On est environ sur moins 20 ou moins 30% de baisse d'activité pour les agences sur l'exercice 2020. Il s'agit évidemment d'une estimation globale, hein, c'est très différent en fonction de la typologie d'agence. En fonction notamment du portefeuille, les agences qui ont des portefeuilles notamment liés au transport et au tourisme sont beaucoup plus impliquées que d'autres qui sont notamment liées à la distribution. Et puis ça dépend aussi des spécificités de l'agence. Évidemment, les agences qui sont liées à l'événementiel ont été beaucoup plus impactées. Je vois deux. Pardonnez-moi, on a un vrai problème. Parce que j'ai aussi coupé ton micro pour pas avoir d'écho. Ouais. Bien. Oui, je vois deux grandes périodes qui sont très schématiques dans la manière dont les annonceurs ont pris la parole. Les 15 premiers jours, ça a vraiment consisté à une prise de confiance et à la mise en place d'une communication de crise en interne et à l'externe, qui a été globalement très bien gérée par les marques. Et ensuite, la seconde qui a duré à peu près 6-7 semaines, je note 3 comportements. Alors, c'est très schématique. Le premier, et ce qui a été le plus fréquent, c'était que les annonceurs ont arrêté quasiment totalement leur communication avec des coupures budgétaires assez importantes et un report des campagnes. Le deuxième, c'est que certaines marques ont décidé de s'adapter et de continuer à prendre la parole, mais en faisant un rebond sur l'actualité de manière créative. Et la dernière, ce sont les entreprises qui ont réussi à s'adapter et à sortir d'une communication service ou produit pour être finalement plus dans l'action et avoir une contribution collective. Alors, là-dessus, ce qui est très intéressant d'un point de vue des annonceurs, c'est qu'ils étaient confrontés à un véritable dilemme. Il y a quelque chose qui arrive à chaque fois, c'est quand il y a une crise et qu'on a une incertitude économique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se décide? Bon, la réaction, c'est souvent de couper les dépenses de com et de market parce que ce sont des charges variables et donc forcément l'entreprise ou l'annonceur va par sécurité couper. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2008, il y avait des études qui avaient été faites et qui montraient que les grandes gagnantes, les marques qui avaient été gagnantes de la crise de 2008 étaient celles qui avaient continué à communiquer et que les annonceurs qui avaient arrêté, ils avaient mis quasiment 5 ans à revenir dans le jeu. Et bien pourtant, on n'a pas retenu les enseignements de cette crise parce que la plupart des annonceurs ont coupé. Alors, dans les annonceurs qui ont continué à communiquer, je vais prendre 2 exemples que je trouve absolument très intéressants et assez symboliques. Je vais prendre l'exemple de Burger King, qui est souvent mis en exemple, mais encore une fois, ils ont eu juste. Ils ont su rebondir de manière très créative et très intelligente en faisant des posts sur les réseaux sociaux et en rebondissant sur l'actualité. Et là, ils ont eu un boulevard de visibilité parce que déjà, il y avait moins de monde, il y avait moins d'annonceurs. Et je pense qu'ils ont vraiment gagné des parts de marché et de notoriété et d'image de marque très fort parce que eux, ils ont été là et en plus, ils l'ont fait de la belle manière. Le deuxième point, je vais prendre l'exemple de la Maïf parce que je trouve que c'est un exemple parfait. La Maïf a su s'adapter à la situation et être dans l'action en s'engageant et en reversant une partie des économies réalisées avec la diminution des accidents de la route et en le donnant à leurs adhérents. Ça, c'est très intéressant parce que les assureurs ont été un peu dans l'œil du cyclone pendant ces quelques semaines et la Maïf a eu une énorme visibilité et un impact très fort avec une action concrète et qui s'est transformée en publicité. Et ça, je pense que ça va être une leçon qu'il faudra retenir pour la suite. Sur les compétitions, alors rapidement, on manque un peu de données pour le moment. Il y avait plutôt un bon trend des compétitions au début d'agence qui s'est quasiment arrêté évidemment avec la crise. Il y a quelques compétitions qui sont restées, mais très peu. Et ça commence à reprendre depuis 15 jours, mais c'est encore très léger, hein, ça frétille.
Alors pourquoi? Déjà parce qu'il y a peu de visibilité sur le marché. Une raison qui est très simple, c'est que peut-être que dans 3 semaines, on est à nouveau confiné. Peut-être que cet hiver, on est à nouveau confiné. Donc forcément, il y a un risque. Donc là-dessus, je pense que les annonceurs sont un tout petit peu fébriles. Il va forcément y avoir des contrastes forts. Il y a peut-être des annonceurs qui avaient prévu de communiquer et qui vont pas pouvoir parce qu'il y a une baisse budgétaire. Par exemple, je pense à tout ce qui est lié à l'automobile. Je pense que ça va être très compliqué pour ces secteurs-là, versus des acteurs de la distribution qui ont pu en profiter et qui vont sûrement maintenir leur activité. Enfin, la reprise de nos métiers en agence et en communication vont aussi être très liés à la reprise des événements. S'il y a un retour des grandes manifestations culturelles et sportives, forcément tout l'écosystème qui est autour, en social media, en influence, en contenu et en publicité, vont forcément pouvoir se greffer et le business va repartir. Ce que j'ai noté aussi, ce qui a été dit aussi un tout petit peu auparavant, c'est qu'il y a des marques, notamment des nouvelles marques, des pure players qui sont arrivés et qui, eux, ont continué à investir massivement pendant la crise. Je pense à Mano Mano et Back Market. Je pense qu'ils ont commencé à grappiller des parts de marché et à donner une expérience client. Et ça, je pense que ça va être beaucoup plus concurrentiel pour les acteurs historiques sur ces secteurs-là. Alors, pour la suite, les 2 grandes questions que tout le monde se pose, c'est le discours versus l'action. Tout le monde y allait de sa petite tribune pendant 10 semaines où on avait beaucoup de paroles. Maintenant, la réalité, comment on s'engage, comment les marques s'engagent, comment les entreprises s'engagent, et même à titre individuel, qu'est-ce que je fais moi pour changer, qu'est-ce que je fais pour changer les choses. La deuxième chose, alors ça, je serais curieux, c'est qu'on parle beaucoup de sens versus le business. Mon petit doigt me dit que dans les futurs briefs qu'on aura des annonceurs, et on peut le comprendre, la demande de performance business sera très importante parce qu'il va falloir rattraper ce trimestre de perdu. Et donc là, comment concilier sens et business, ça va être une vraie question. Alors, le monde de demain, on en parle beaucoup. Je suis peut-être un petit peu pessimiste. Mais moi, je pense que le monde d'après va énormément ressembler au monde d'avant et que finalement, tous les vœux qu'on a promis pendant ces 3 mois, j'ai peur qu'ils se réalisent pas vraiment. Alors, je vous invite à lire un article absolument passionnant de Samuel Scott pour Vedrum, qui a analysé les comportements des consommateurs pendant les 3 crises du XXe siècle, à savoir la grippe espagnole, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, les consommateurs reviennent à leur mode de vie d'avant la crise. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer pour cette crise-là, et que finalement, les gens qui ont été frustrés ont besoin de revenir à du confort et à leurs habitudes. Donc, c'est ce qui va se passer. Le changement fondamental, il va pas se produire en 3 mois et donc tout ne va pas changer et s'il n'y a pas une nouvelle crise, tout va revenir comme avant. Cependant, il y a quelques points qui se sont démarqués et les consciences et les habitudes ont commencé à bouger. La première, c'est l'accélération des usages. Je vais en parler après. L'importance de l'action versus le discours. Arrêtez de parler, arrêtez de faire des pubs, mais engagez-vous concrètement. Et enfin, c'est la fracture digitale qui est apparu pendant ces 3 mois et en fait qui a donné une sorte de petit teaser de ce qui pourrait être la France de demain avec un angle extrêmement fracturé. Sur les nouveaux usages, je vais vous parler de 3 campagnes que je trouve très intéressantes. Au sein de Brax, nous, on a une conviction qui est très forte sur l'utilisation du social media. Je profite de cette prise de parole parce que c'est un sujet qui est important. Le social media est encore trop vu parfois par les agences et par les annonceurs comme étant une prise de parole régulière, continue. Je prends la parole 3 fois par semaine pour poster des choses sur les réseaux sociaux. C'est faux et c'est pas forcément bien, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Une marque n'a pas forcément besoin de prendre la parole pour parler de la galette des rois, pour parler de la fête des mères, pour parler de la Saint-Valentin, pour parler de la rentrée scolaire et des soldes. Ce qui est très intéressant, c'est d'imaginer le social media comme un espace pour activer les communautés sur des temps très forts et les engager. Un exemple que je trouve encore une fois parfait, c'est Burger King. On pourrait se dire, la campagne de Burger King qui a été faite, ce que vous voyez à l'écran, c'est un print. En fait, c'est pas du tout un print. C'est une campagne social media. Et ça, je pense que c'est hyper important qu'il y ait une pédagogie. L'idée, c'est quoi? C'est que cette bâche, elle a été faite qu'à un seul exemplaire, qu'ils l'ont mis sur une boutique, qu'ils l'ont prise en photo et que derrière, ça a été publié sur les réseaux sociaux. Le futur du social media tend vers ça parce que les reach baissent et qu'il va falloir penser des activations plus fortes, plus créatives pour prendre la parole et émerger. La deuxième plus belle activation qu'on a pu voir, c'était pas avec une marque, c'est l'activation qu'il y a eu sur Fortnite avec Travis Scott. C'est l'exemple parfait. 28 millions de personnes qui regardent un concert. Le monde de demain sera fait d'activations de ce type.
j'appelle les annonceurs qui regardent ce webinaire de prendre en compte ces nouveaux éléments et d'être quasiment les premiers à émerger parce que forcément, aujourd'hui, la visibilité peut être absolument immense. La dernière qui fait un peu sourire, c'est l'arrivée des politiques sur une plateforme comme Twitch. Alors, ça fait sourire, mais je pense qu'avec cette crise, on a gagné 2 à 3 ans. Ce qui serait sûrement arrivé à l'élection présidentielle de 2022 est arrivé maintenant parce que les espaces publics étaient fermés. Et donc ça risque d'être une réalité de la communication de demain. Comme je vous l'ai dit, des actions et moins de publicité, c'est le rôle des agences et c'est le rôle des annonceurs aujourd'hui de concrètement prendre des engagements et de témoigner d'actes forts et de moins parler. Et la dernière chose, il y a un vrai sujet, alors là c'est un peu plus global au niveau du pays, c'est que cette crise est venue montrer une immense fracture du digital. Il y a 2 France qui s'opposent, la France des villes, la France plus de la campagne, ceux qui ont accès à la 3G, à la 4G, bientôt à la 5G, ceux qui ont accès au haut débit versus des gens qui n'ont pas la bonne connexion et qui ont eu du mal à travailler, qui ont eu du mal à acheter parce qu'ils n'avaient pas cette capacité à pouvoir être connectés. Il y a aussi une réalité entre ceux qui sont digital natifs, ceux qui ont l'habitude d'utiliser Amazon, WhatsApp et les autres qui ne sont pas nés avec ça et qui d'ailleurs s'y refusent et qui, pendant une période de confinement, ont complètement été déconnectés. Il y a aussi la réalité du travail, ceux qui ont la capacité de pouvoir télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et donc là, il y a aussi un schisme qui s'opère. Et puis, on l'a vu avant, ce sont les marques qui ont réussi à faire leur transformation digitale depuis un moment, qui ont pu un peu sauver les meubles, versus parfois des petits commerces ou des petites PME qui n'ont pas digitalisé leur offre et qui ont beaucoup de mal à émerger pendant ces 3 mois. Merci Julien. Je vais enchaîner du coup avec Vincent, parce qu'on a été un petit peu long, on déborde un peu sur le timing. Vincent, même question, quelles sont les tendances que tu perçois côté annonceur dans les briefs? Alors, et vous aurez merci, dans les slides aussi la vision d'Adeline sur ces nouvelles tendances, mais c'est vrai qu'en termes de timing, on est compliqué. Je suis également membre du conseil d'administration du CPA, le collectif pour les métiers du marketing digital. Et avec l'IAB, il y a eu fin mai un sondage sur la reprise. Et toutes les entités entre 60 et 70% pensent septembre mieux ou fin 2020. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une différence entre l'IAB et le CPA. Le CPA, les acteurs de la performance, et puis l'IAB, la performance, mais aussi les acteurs du display. Et on voit en effet que les acteurs de performance ont une reprise un peu plus tôt que les acteurs de la communication dite traditionnelle digitale. Première réflexion. Deuxième réflexion issue de l'Axel, où dans nos différents think tanks, on a un think tank autour du Commerce Tech Club. Là, au retailer, je rejoins Julien. D'abord, il y a la bataille de la survie. Vous avez vu certaines entreprises qui ont disparu et il va y avoir sans doute encore des événements de ce type-là. Mais on voit dans les réflexions qu'on a réalisées dans ce think tank, évidemment, comme Adeline l'a dit, ou Perle, le sans contact, la voix, le paiement biométrique apparaître, l'urgence de la création de trafic en point de vente et du développement du chiffre d'affaires e-commerce. Je rejoins totalement Julien. Ça me permet de rebondir sur cette notion de brief à sens. Oui, Julien, tout le monde en a parlé, mais je rejoins tes réserves. Pour rappel, Maurice Lévy, lors d'un webinaire pendant le confinement du Hub Institute, rappelait Cash is King. Et donc, oui, il va y avoir le réflexe au-delà du sens d'avoir vite du chiffre d'affaires. Malheureusement, par rapport au sens, il y a l'inclusion, cet électronisme français, 11 millions de personnes, de consommateurs qui n'ont pas accès ou peu accès au digital. Avoir du sens dans tout ça, je reste comme Julien, très dubitatif, même si je le souhaite de tout cœur. Et je vous invite sur l'ensemble de ces questions des tendances du Nouveau Monde et des briefs à absolument regarder l'Observatoire du Monde qui arrive d'Éric Brionne sur YouTube. Vous le tapez dans Google et puis de toute façon, je vous rappelle que vous aurez l'ensemble de ces slides avec le lien. Et il observe en effet tous les mois ou tous les 15 jours ces différentes tendances. Enfin, Sortlist a sorti sur l'ensemble des leviers les croissances dans les différents pays suite au Covid. Et ça, c'est intéressant puisque les 4 grandes priorités à l'international qui connaissent une croissance très forte, c'est le développement d'applications web, le développement de sites e-commerce, le référencement naturel et puis la stratégie. L'e-pub est à moins 30%. Et quand on regarde
Ça, c'est à l'international. Mais quand on regarde et qu'on fait un zoom sur la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, on a d'autres tendances. En priorité, évidemment, la stratégie, mais la stratégie de contenu et de storytelling. Et puis, la création de sites web. Ces pays-là sont peut-être en retard. Et évidemment, le social media. Voilà ce qu'on peut aussi ramener en tendance autour de différentes associations et organismes d'études ces derniers jours. Merci Vincent, même question. Adeline, un petit éclairage en complément. 1 minute si possible parce qu'on est vraiment très en retard sur le timing. Adeline, une petite minute. Donc un éclairage d'Adeline sur le… Ok. Alors oui, effectivement, juste rapidement, mais on voit à peu près la même tendance que tout ce que nous a dit Julien, avec un consommateur qui est un peu plus responsable, un peu plus prudent, un peu plus exigeant, qui fait un peu plus attention parce qu'il a eu peur, comme nous tous, et en fait un e-commerce qui est complètement gagnant. Et les marques donc se sont vraiment adaptées. On le voit. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de marques occidentales, mais on l'a vu avec Alibaba qui a fait donc ses prêts à 0%, etc. Avec toute une communication autour pour attirer l'internaute, lui redonner confiance. Et également au niveau donc tout ce qui est RSE, réassurance, donc Estée Lauder qui a fait un hashtag We can win this fight pour aider les gens, montrer qu'ils étaient là. Shiseido qui a fait son Relay of Love avec son 1% donné pour le personnel médical, Dolce & Gabbana qui finance des chercheurs, etc. Voilà, donc on a vraiment, les marques essayent de communiquer autour de ce besoin de réassurance. Et au niveau, voilà, derrière des campagnes, on a par contre la vague du live streaming qui est encore plus forte et qui est encore plus présente et qui a été couplée 2 fois plus et d'autant plus avec le e-commerce, avec notamment des plateformes de live streaming qui s'associent à des sites e-commerce comme Kuaishou et JD, comme Bilibili et Taobao, où en fait on a ce qu'on voyait sur Tmall, où on a le See Now, Buy Now, où pendant les shows, on peut acheter les produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était déjà un petit peu là, mais qui a explosé pendant le confinement et que les marques vont devoir embrasser puisque on ne reviendra pas, contrairement à d'autres pratiques, en arrière là-dessus. Ok. Merci Adeline, désolé, on est un peu speed. On va enchaîner avec Perle. Perle qui va nous faire un petit panorama également rapide sur les tendances de la consommation globale digitale. Perle, je compte sur toi pour être un peu rapide. Merci beaucoup. Merci Gilles. Alors effectivement, en termes de tendance, bon, je vais rebondir et ça va être dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, notamment par rapport à Julien, c'est qu'effectivement, on a pu voir, autant on a vu une forte consommation des médias, autant en fait en parallèle, on a vu une baisse des investissements publicitaires sur globalement tous les médias. Bien sûr sur le média traditionnel, enfin sur la TV, et on voit bien en fait à chaque fois avec les grandes étapes, le confinement, la fermeture, globalement le confinement de la France à partir du 15 mars avec une chute plus importante. Mais c'est aussi le cas effectivement pour d'autres médias, que ce soit pour la radio ou pour les quotidiens. Et ça, effectivement, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait que, il y a un enjeu de communication. Ça, encore une fois, c'est est-ce que je communique? Qu'est-ce que je vais dire? C'est difficile de vendre des voitures alors même que les gens sont confinés, qu'ils peuvent plus sortir, et puis en plus que tout le monde a un peu peur pour son emploi et qu'ils savent pas un peu à quelle sauce ils vont être mangés globalement. Et de l'autre côté, face à ça, dès qu'il y a une crise économique ou dès qu'il y a moins de visibilité, les premiers budgets qui sont complètement compressés, ça va être effectivement des budgets publicitaires ou des budgets marketing. Donc voilà, comment on revoit, donc une fois qu'on a ce contexte, en tant que marque, en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on revoit sa stratégie, comment est-ce qu'on revoit ses budgets, et l'enjeu, effectivement, il n'est pas de communiquer à tout prix, c'est ce que disait Julien, c'est que c'est pas parce que des entreprises communiquent que vous devez le faire. Il faut avoir quelque chose à dire, et ça, c'est très intéressant parce qu'on l'a beaucoup vu, je regardais là sur LinkedIn, les CEO ont beaucoup pris la parole sur LinkedIn pendant le confinement pour expliquer ce qu'ils mettaient en place, pourquoi, comment, pour réassurer justement, pour communiquer, ce qu'ils faisaient pas forcément, ou en tout cas différemment avant.
auparavant. Et puis donc voilà, trouver le bon ton, trouver le bon moment et surtout la bonne information à partager. Et bien sûr, on l'a un petit peu expliqué, le e-commerce effectivement a explosé, puis la consommation des usages digitaux également, et ça on le voit à différents niveaux. Donc effectivement, que ce soit au niveau e-commerce, que ce soit pour de l'alimentaire ou du non alimentaire, mais aussi notamment autour des jeux vidéo, du streaming et des applications. Et clairement, les jeux vidéo et tout l'univers du streaming, de la consommation vidéo ont vraiment explosé avec une tendance de fond qui s'installe. Alors là, c'est intéressant de comparer entre ce qui a effectivement continué à se développer et en fait qui répondait à des priorités et à des besoins physiologiques. Hein. Donc, on a à gauche un peu donc grande consommation, banque, assurance, la santé. Et puis, à côté de ça, on a la pyramide de Maslow et on voit bien en fait les besoins physiologiques, les besoins de sécurité sont vraiment les deux besoins clés. Hein, sécurité, banque, assurance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et puis effectivement, derrière de grandes difficultés pour les acteurs, notamment de la mode, le prêt-à-porter, bijouterie, les spectacles, bien évidemment, et le tourisme. Même si effectivement les musées comme en Chine, l'expliquait Adeline, en France ça a été la même chose. L'Opéra Garnier a mis en place, a rendu accessible tous les grands classiques, etc. N'empêche que d'un point de vue économique, ce sont des secteurs qui ont été fortement impactés. Alors, en termes d'usage, quatre gros pôles, en tout cas de consommation digitale. Donc, il y a toutes les plateformes de streaming, plus 57%. Les réseaux sociaux, bien entendu, avec notamment, on le verra après, le grand vainqueur TikTok. L'écoute de la musique. Alors, je sais pas si vous avez eu aussi la même chose. Moi, je sais que dans mon quartier, je suis dans le 18e. Je pense que j'ai entendu tous les répertoires de tous les styles musicaux pendant le confinement. Et puis, effectivement, le temps passé sur les applications mobiles. Le gaming, donc explosion du gaming, des applications de visioconférence et de webinaires. Alors effectivement, Zoom, on a l'impression que ça nous a sauvé le confinement entre les apéros Zoom, les meetings sur Zoom, tout ce qui était. Alors bien sûr, il y a d'autres acteurs, hein, Google, Blue Jeans, il y a même Teams de Microsoft. Donc l'application de visioconférence a été assez forte. Les vidéos de partage, enfin le partage de vidéos. Donc TikTok, Instagram, Snapchat, les applications aussi de groupe, de chat en groupe, et puis bien sûr Doctolib, donc grande fierté quand même française, qui a réussi en fait à vraiment accompagner à la fois tout le personnel médical, donc les médecins, et en même temps effectivement les patients. Et de mettre d'ailleurs, ils avaient fait, je crois qu'une offre, c'était en libre service, ou en tout cas ils avaient fait une proposition commerciale vraiment pertinente et intéressante dans le contexte. Alors, je ne sais pas si dans les participants, il y a beaucoup d'amateurs de jeux vidéo, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment l'explosion. Les plateformes de jeux vidéo ont explosé. Avec Call of Duty, ils ont eu 6 millions de joueurs en 24 heures, 50 millions en 30 jours. Donc, c'est quand même, c'est comme si une marque avait 6 millions de consommateurs ou de clients en 24 heures. Donc, c'est pas rien. Et effectivement, Fortnite, typiquement, avec les partenariats et l'organisation de concerts live, puisque il a fallu réinventer un petit peu la vie sociale, l'entertainment dans ce contexte où il y avait clairement une distanciation physique. Donc, comment est-ce qu'on réinvente cet engagement dans le virtuel? Alors, ça peut paraître effectivement amusant et divertissant, mais en fait, on se rend compte que ça a aussi un impact beaucoup plus profond. Par exemple, Laval Virtual, ils ont fait leur conférence, donc tout leur événement en ligne, en réalité virtuelle. Donc, c'était assez intéressant. C'est un mix entre un Sims plus. Alors pour certaines choses, on sent qu'il y a encore un peu besoin de travail, mais c'est intéressant. On a l'impression qu'on s'installe comme dans une salle avec une plénière. On va voir différents stands, on fait différentes expériences. Donc dans le secteur du B2B, c'est intéressant. Et puis par exemple, effectivement, Facebook avec Facebook Horizon. Est-ce que demain, finalement, la relation qu'on a, ou en tout cas le mode de travail, c'est pas de la réalité virtuelle, et auquel cas, effectivement, on a des avatars. Et donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles ils travaillaient déjà depuis plusieurs années, hein, avec des démos qui avaient été faites et qu'on imaginait prendre forme plus tard. Et en fait, on se rend bien compte que c'est des questionnements qu'on a finalement aujourd'hui et qui vont arriver plus rapidement que prévu. Donc voilà
Elle passe vraiment de la nouvelle économie, donc qui était vraiment sur le digital, à la next economy. Et dans cette next economy, il y a du digital, il y a du durable, et les conditions et l'environnement de travail vont avoir un enjeu stratégique pour les entreprises. Merci beaucoup. Excuse-moi d'accélérer un petit peu. Vas-y, je t'en prie. Merci encore. Vous êtes plus de 1000 à vous êtes inscrits à ce webinaire. On va passer à la dernière partie qui est sur la question de l'organisation du travail et les compétences qui vont avec cette nouvelle organisation du travail. Avant ça, on va lancer un petit sondage. Je voudrais que vous participiez à ce sondage. Merci Laurent. La question, c'est sur le télétravail. Aujourd'hui, vous avez repris le travail uniquement en télétravail. Vous êtes complètement au bureau comme avant. Vous alternez travail et bureau, ou vous n'avez pas repris le travail du tout parce que vous êtes en chômage partiel ou en congé. Voilà, on compte sur votre participation avant d'enchaîner sur cette dernière partie qui est sur la nouvelle organisation du travail et puis les compétences qui vont avec. Alors, vous pouvez voter comme tout à l'heure en cliquant en ligne. Hop. On vous laisse voter. Parfait, ça monte, la participation monte. Là, je vois ça. Merci à tous. On est à plus de 50%. Allez, encore une petite dizaine de secondes. On prend vos votes. On compte sur vous. Ça nous permet, nous, de savoir aussi, collectivement, où on en est. Est-ce que tout le monde est revenu au travail ou pas? Ce n'est pas le sentiment qu'on a, mais bon. On a l'impression que la tendance, en ce moment, c'est plutôt l'alternance entre les deux. On peut le lancer, on est à 60%. C'est bon. Merci, Laurent. On va clore le sondage. Merci d'avoir participé. Et voilà. Écoute, uniquement en télétravail, 35% encore de nos présents, complètement au bureau comme avant, 5%, et alternance, 21%, et chômage partiel, congé, 7%. Donc, une grande majorité uniquement en télétravail et en alternance en général. D'accord. Merci beaucoup pour cette déclaration. Vincent, c'est une nouvelle organisation du travail qui est en train d'émerger avec cette crise. Oui, et c'est peut-être Julien, on va, si tu veux bien, merci, nous redonner les slides. En effet, c'est la grande question, et cette question, Julien, tu peux peut-être d'abord l'évoquer. Oui, alors c'est très intéressant. Le télétravail, on entend beaucoup parler depuis 3 mois. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est sous la contrainte en fait que les choses sont révélées. C'est-à-dire que le télétravail, il y a évidemment des entreprises qui étaient un petit peu en avance et qui l'avaient mis en place depuis pas mal de temps. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de patrons d'entreprises qui pensaient que le fait de pas forcément voir ses salariés dans le bureau, c'était pas bon et qu'ils travaillaient pas. Les grèves avaient déjà commencé à lancer le mouvement. Et puis alors là, du coup, comme c'était une obligation pour assurer un minimum de travail, ça a pu vraiment le démocratiser. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit un mouvement, c'est que les équipes n'ont pas forcément envie de revenir au bureau. Ça, c'est un vrai sujet. C'est comment les faire revenir au bureau. Alors, soit parce qu'il y a des inquiétudes, soit finalement, ils ont découvert une nouvelle façon de travailler qui leur convient beaucoup plus. Et donc là, du coup, il va y avoir un vrai sujet entre le monde d'avant et le monde d'après. Ce qu'on a pu voir aussi pendant le télétravail, c'est que les réunions étaient différentes, beaucoup plus décomplexées. Ça change tout de pouvoir voir son annonceur avec son enfant qui passe, avec son chat qui miaule derrière, et ça change les rapports humains et c'est assez intéressant. C'est souvent plus direct et aussi mieux organisé. Donc ça, c'est sûrement des choses qu'on va garder si le retour à la vie normale se passe comme prévu. Un autre sujet, c'est la difficulté parfois à mêler la vie personnelle et la vie professionnelle, parce qu'il faut accorder les agendas de tout le monde. Et ça, parfois, il y a des gens, notamment ceux qui ont des enfants, où ça a été assez compliqué à devoir gérer la vie professionnelle tout en étant chez soi. Se posera la question, savoir si les entreprises qui mettent vraiment en place le télétravail vont donner plus aux salariés parce qu'elles travaillent de chez elles et qu'il peut y avoir une compensation, comme il peut y avoir une compensation pour les transports. Est-ce que là, il y aura une compensation sur le fait de travailler chez soi? Enfin, je pense que les gens ont un peu découvert la frugalité en se rendant compte que tout n'était pas forcément nécessaire pour vivre et pour travailler. Et donc là, il risque d'y avoir des changements. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire 1h30 de transport jour, matin et soir pour aller travailler? Non. Et donc là-dessus, il va y avoir des bons enseignements. Après, pour finir, le juste milieu, c'est de trouver cette mobilité entre le télétravail et la dimension humaine qui est quand même nécessaire dans n'importe quelle société. Nouveaux usages sur les outils de collaboration, là où ça pouvait faire un peu peur aujourd'hui, on est tous des habitués de Zoom. Et un autre point qui est essentiel, c'est les nouveaux rapports au bureau et à l'immobilier. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je vois très très fort parmi mes collègues, patrons ou chefs d'entreprise. C'est qu'on se rend compte parfois qu'on a des surfaces absolument immenses qui ne sont
ni des actifs, ni des investissements. Et je pense qu'on va y avoir un vrai nouveau rapport à l'immobilier d'entreprise. Et ça, c'est des vrais sujets passionnants en tant qu'entrepreneur. Ils ont dans la même chance que la flexibilité des charges, parce que gilets jaunes, grève et Covid, ça fait beaucoup de mal aux entreprises. Donc, il va y avoir des mouvements de fond. Ok. Je rebondis sur cette notion de télétravail, Julien, en évoquant peut-être la plus grande imposture sémantique du Covid avec le terme télétravail. Parce qu'en fait, on n'était pas en télétravail. On était en télétravail en confinement. Ce qui est très différent du télétravail, vieille notion des années 70. Est-ce que c'est du travail à distance? Est-ce que c'est du travail à domicile? Ah, pardon, j'ai les slides qui ont disparu. Est-ce que c'est le travail en mobilité? Et on voit bien qu'on rajoute des mots à travail, alors que la réflexion, elle est peut-être sur la réinvention du travail, ce think tank qu'on a créé à l'Axel et qui a été le premier à faire un webinaire sur télétravail versus travail en confinement. Et tu l'as dit, avec de nombreuses contraintes. Vous vous souvenez, on a tous vécu le Bring Your Own Device, le fait que mon ordinateur personnel, mon téléphone, soit l'outil d'entreprise. C'était un mouvement il y a 4-5 ans. Et là, je reprends une pensée du président de l'Axel, Laurent Nisery, qui dit, mais en fait, on est en train de Bring Your Own Home. C'est ma maison qui devient un capital de l'entreprise, mais ma maison, elle n'a pas du tout été conçue pour ça. Si je suis cadre parisien ou j'ai une maison en région, tout va bien. Si je suis dans un 2 pièces à Paris avec des enfants, c'est plus du tout comme si j'utilise mon téléphone portable. En dehors de ça, tout ce qu'on a vécu et que tu décris, Julien, la capacité de s'exprimer face à une caméra, la capacité de présenter des slides, d'embarquer des gens, de collaborer ensemble, c'est une nouvelle compétence. Ce digital working, c'est un nouveau soft skills. Et ça, c'est vrai pour tout le monde et c'est encore plus vrai, je pense, que pour le marketing et le digital. Alors peut-être, enfin, en conclusion, Gilles, si tu le veux bien, par rapport à notre secteur, je rebondis sur le digital working. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que les acteurs du marketing digital sont en avance finalement. La gestion de projet qui est au cœur du digital, l'utilisation des Drive, des Trello, des Asana, d'IFTT, la philosophie d'API, d'aller technologiquement co-construire avec d'autres. Finalement, notre secteur du marketing digital, il est en avance sur ce que l'ensemble des dispositifs et des salariés ont vécu. Et donc, on l'avait évoqué avec Gilles il y a des années dans une étude sur les compétences du marketing digital. On parle de savoir-être digital. Ce nouveau soft skills, pour les marketeurs, c'est une vraie opportunité de devenir aussi moteur de la transfo numérique, d'arrêter d'être dans l'entre-soi et de pouvoir accompagner les entreprises là-dessus. L'autre grande question en conclusion qu'on peut se poser avec tout ce qu'on vient de voir avec Perle, Adeline et Julien, c'est les compétences digitales à titre personnel. Comment survivre, puisque c'est aujourd'hui vital. Elles sont multiples, complexes. On les a, nous, autour du travail de blocs de compétences du RNCP, on les a distingués en 6 grands modules, finalement des compétences beaucoup plus liées à ouvrir la transformation digitale, comprendre les nouveaux enjeux, l'IA, la blockchain, le 3D printing, là-dessus, l'ensemble des compétences autour des managements de projets, ça c'est clé et c'est au cœur du digital. Enfin, tous les leviers du marketing et de la communication digitale, en dehors du social media qui est pour nous une vraie compétence à part. Évidemment, on l'a dit, comment lancer un e-commerce. Et il y a la tendance aussi des certifications professionnelles, par exemple un PrestaShop ou dans la publicité l'assertif Google. Et enfin, tout le travail finalement de personal branding, d'exister en tant que marketeur sur le digital pour construire un projet professionnel. Toutes ces grandes compétences, je peux soit aller chercher en one-to-one sur des séminaires courts, et l'ensemble des acteurs du marché vous font de grandes propositions, et puis soit en présentiel, soit à distanciel. Et puis il y a la formation en temps long, où là je me transforme plus individuellement, où j'ai le temps de la réflexion de mon projet professionnel à travers les MBA qu'on a lancés, mais il y en a d'autres évidemment. En tout cas, c'est un enjeu de survie. On ne peut pas aujourd'hui postuler, continuer à garder son poste dans le marketing sans maîtriser et pas connaître seulement des compétences de marketing et de communication digitale.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. C'est passionnant. On va prendre des questions. D'ailleurs, vous pouvez les poser dans le chat à droite, avec le chat qui est ouvert. On va prendre une première question de. Alors, peut-être, ça c'est une question de Dylan Valente. Qu'en est-il des tendances pour les entreprises orientées services aux entreprises, conseil, recrutement? Vincent, tu veux rebondir là-dessus? Alors, conseil, recrutement, c'est des métiers différents. Les tendances pour les sociétés de conseil, elles sont toujours aujourd'hui d'aller rechercher du jus de cerveau et d'utiliser cette stratégie. Mais Julien l'a dit, je pense qu'on est très, 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 très dans l'action dans les semaines et les mois à venir. En revanche, le recrutement a connu évidemment, comme les budgets annonceurs, un frein. Mais les informations qu'on a, c'est qu'en effet, il y a en fonction des secteurs de croissance, des besoins de recrutement, et à l'inverse, on va le voir, hein, des gens qui vont se retrouver avec des talents et des expériences, mais qui risquent de se retrouver au chômage dans les semaines à venir. Donc, on a à la fois un grand besoin de nouveaux recrutements et puis une histoire moins drôle. Donc, c'est un secteur compliqué en ce moment. Vous allez sans doute le voir cet après-midi, le gouvernement va annoncer un appui très, très fort à l'apprentissage. L'apprentissage, je peux le faire aussi lorsque j'ai plus de 25 ans, hein, évidemment. Il y a voilà les grandes tendances. Quant au conseil, c'est quelque chose de trop large parce qu'entre le conseil financier, le conseil, on peut pas réduire ça à un seul secteur. On va prendre une autre question que j'ai trouvée intéressante de Joris qui nous demande comment les petites entreprises peuvent se démarquer dans le marketing digital alors qu'elles n'ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises d'après vous. Est-ce que ce combat il est perdu d'avance? C'est David contre Goliath là-dessus ou pas? Vincent? Alors peut-être, après je donnerai la parole à Julien aussi parce que c'est intéressant, les agences elles ont souvent ces petites entreprises. Il y a quand même cette croyance naïve que le digital c'est pas cher et qu'on peut tous en faire. Oui, en soi, à titre individuel, mais on le voit bien hein, dans tout ce qu'on a vu, la complexité des projets lancés. Ça ne veut pas dire que c'est pas ouvert aux petites et moyennes entreprises, mais ça veut dire, c'est mon point de vue, si les individus, les employés de ces entreprises ne sont pas formés, on n'a pas le budget pour faire. Donc, une des clés, c'est de se former à titre individuel pour pouvoir réaliser ces actions. Et notamment, on a vu qu'en France, une des stratégies clés, c'était la stratégie de contenu. Et ça, le contenu, je peux faire des choses, même sans beaucoup de moyens, mais Julien peut rebondir dessus aussi. Ouais, je veux bien rebondir parce que la question est passionnante. Et ça recoupe une autre question que j'ai vue dans le chat que je trouve très bien. Quand j'ai parlé de l'exemple de Burger King, une personne a dit « Oui, mais moi, on n'a pas le budget de Burger King ». Les deux exemples que j'ai pu donner de Burger King, c'est pas des gros budgets. Si vous regardez l'idée de la bâche qui a été mise sur Burger King pour dire 1 mètre de distance avec McDo, en soi, ça coûte techniquement l'achat d'une bâche, prendre une photo avec son téléphone et publier sur les réseaux sociaux. C'est pas une campagne avec des milliers et des milliers d'euros. Alors par contre, l'idée, il faut l'avoir. Ça, c'est le rôle des agences, de trouver une idée créative qui va permettre, en fonction du besoin, de bien répondre. Et c'est pas forcément toujours des immenses budgets. Alors après, ça veut pas dire que quand on n'a pas de budget, on peut faire des trucs absolument incroyables. Mais encore une fois, hein, il y a toujours, on a l'impression qu'il faut toujours beaucoup d'argent. Il faut savoir prioriser, il faut savoir choisir. Il faut pas aller sur tous les sujets. Il faut forcément savoir de quoi on parle et quelle est notre cible. Qu'est-ce que je peux donner à mes consommateurs? Et là, aujourd'hui, il y a une diversité des services qui sont proposés. Le search, le média, le social. Et ça, c'est le rôle d'être accompagné pour savoir, OK, quel est mon KPI, quel est mon objectif. Puis, s'il y a peu de moyens, on s'adapte. On fera pas tout, mais on essaiera de le faire bien. Et pour finir, c'est nous qui faisons beaucoup de social media, je le vois, c'est souvent un immense défaut. C'est-à-dire que l'annonceur va préférer éclater son budget tout au long de l'année pour être tout le temps présent. Non, il faut mieux moins parler, faire moins de quantité. Mais par contre, la prise de parole, elle doit être stratégique. Et là, en revanche, il faut avoir un plan d'impact créatif et un dispositif qui soit le plus fort possible. Il faut mieux contracter ses budgets pour des moments très forts d'activation et de campagne publicitaire que de s'étaler sur le temps. Ça, c'est un vrai retour d'expérience, un vrai conseil que je peux partager. Merci Julien. On va prendre une dernière question, Vincent. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir peut-être la réaction de Perle. Perle, tu nous entends? Est-ce que le social selling est en train d'exploser suite au confinement? Perle Bagot pour le Hub Institute. Perle? Globalement, le social selling, c'est une vraie tendance de fond qui date pas du confinement, qui date d'il y
déjà plusieurs années. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est extrêmement lié et ça permet de rebondir sur ce qu'a dit Vincent, en fait, à la capacité des collaborateurs à être formés sur les outils digitaux et donc à contribuer finalement à la communication et à l'engagement sur ces réseaux sociaux et donc indirectement ou directement au social selling. Donc clairement, il y a un bon mix à avoir. Le social selling, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du CTA sur un post qui va directement renvoyer à un site et à un panier et à un achat. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond qui se fait, c'est un travail de communication. Il faut avoir des choses à dire, il faut avoir de la pertinence. Donc je pense pas que le confinement ait un impact direct sur la montée en puissance du social selling. Je pense plutôt que c'est lié à un travail de fond et effectivement à des usages qui évoluent et où le digital est de plus en plus présent dans ces usages. Mais je ne vois pas de lien direct avec le confinement. Ok, merci beaucoup, Perne. Vincent, je te laisse conclure. On t'entend pas, Vincent? C'est pas très intelligent de parler sans micro. Pardon. Je rebondis sur le social selling et je fais un clin d'œil à Adeline, puisqu'un des briefs qu'on a eu, nous, en compétition annonceur pour nos MBA, c'était une grande entreprise B2B et le brief, c'était Back to Business en Chine. Urgence de relancer le business en Chine et on était en B2B et un des briefs, c'était le social selling parce que LinkedIn est notamment la seule plateforme qui est ouverte en Chine et qui permet cette visibilité-là. Donc, c'est une tendance B2B, évidemment, comme les autres, mais ça reste évidemment un outil dans ce mix marketing. Voilà, j'en profite, un grand merci encore une fois à Adeline, à Perle, à Julien, à tous nos spectateurs très nombreux et participants. Il y a eu plein de questions. Mille excuses, on ne peut pas y répondre. On a déjà bien débordé sur notre timing de mettre du temps. Mais je vous le rappelle, d'abord, vous retrouverez dans Stratégie des extraits et des synthèses de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Vous aurez le webinar en replay sur le site du MBA, DMB et de l'EFAP, ainsi que l'ensemble des slides qu'on va vous transmettre. Un grand merci encore à vous. Et puis, je vais laisser Gilles conclure. Portez-vous bien. Et s'il y avait encore une fois un message qu'on vient de voir, c'est que ça faisait des années que les marketeurs du digital disaient « Eh oh, on est le monde a basculé dans le digital, maintenant il va falloir se former et pas simplement connaître. » Encore une fois, hein, le niveau de connaissance globale en France est bon, le niveau de maîtrise ne permet pas de mettre en action. C'était tout l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Merci à tous, merci effectivement à nos 4 intervenants, c'était vraiment passionnant. Merci aux centaines de personnes qui étaient connectées, près de 400 personnes. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain webinaire stratégie. Et bonne journée à tous. Merci encore. Merci. À bientôt.